Bonjour à toutes et tous, c'est Céline, kinésithérapeute près de Lille. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinécast de la Fédé, la communauté dynamique et innovante des kinésithérapeutes. Chaque semaine, vous découvrirez les témoignages, les conseils et les astuces de kinés passionnés et engagés sur des sujets qui vous interpellent dans votre pratique et aussi sur l'actualité. Ensemble et avec la Fédé, bougeons les lignes de la kinésithérapie. Bonne écoute! Kiné Actualité est partenaire de Kinécast. Actualité, interviews, reportages, mais aussi formation continue et gestion du cabinet, tout ce dont vous avez besoin est dans Kiné Actualité, le magazine de référence pour la profession. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinécast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel pour les kinésithérapeutes, l'exercice coordonné. Alors, vous connaissez sûrement les acronymes MSP, CPTS, ESP, SCAP, mais savez-vous exactement qu'est-ce qui distingue ces différents exercices coordonnés, quel est le rôle aussi des kinés, bien sûr, dans ces différentes structures et dispositifs. Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sophie Pierrard. Sophie qui est kinésithérapeute à Saumur et impliquée et engagée dans de nombreuses structures coordonnées. Bonjour Sophie. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien. Bien. Un petit peu la course là ce matin pour arriver. Oui, oui, c'est bon, je suis arrivée. Vive les transports en commun. Le métro. Voilà. Donc, Sophie, je te propose tout d'abord de te présenter, de nous expliquer ton parcours professionnel et puis de nous dire comment tu t'es engagée. Ça marche. Donc, je m'appelle Sophie Pierrard, je suis masseur kinésithérapeute à Saumur, dans le Maine-et-Loire. J'ai été diplômée en 2014 de l'école de kiné d'Orléans. J'y ai exercé quelques mois avant de revenir dans ma ville natale, Saumur, où je suis installée en cabinet de groupe depuis bientôt 10 ans maintenant. En arrivant sur Saumur, j'ai pu rejoindre le réseau de garde de kiné respiratoire et c'est là que j'ai rencontré pas mal de kinés qui étaient syndiqués. Et j'y suis arrivée, j'y ai adhéré et aussi vite, j'ai intégré le conseil d'administration, ce qui m'a permis de m'engager pour la profession. Et c'est comme ça que j'ai appris que les CPTS allaient arriver en 2018, avec des réunions qui commençaient sur mon territoire, avec les URPS, qui étaient l'organe qui impulsait la création des CPTS dans ma région. Et j'ai rejoint le train dès le début, dans un sous-sol d'hôtel à Saumur, sur les premières réunions. Et ensuite, avec les différents professionnels que j'ai croisés au sein de cette CPTS, j'ai intégré une MSP, ce qui est un peu particulier parce que normalement, on commence par la MSP, la maison de santé pluripro, avant d'intégrer les CPTS. Et moi, j'ai fait l'inverse. Et puis après, ça s'est développé. J'ai pu parallèlement aussi rejoindre l'ordre des kinés, que ce soit au niveau départemental ou régional. Et j'ai, au niveau des CPTS, rejoint l'échelon régional et la fédération nationale il y a un peu plus d'1 an maintenant. D'accord. Donc, quel est ton poste alors au sein de la FCPTS ? Je suis trésorière adjointe de la FCPTS actuellement. Alors, tu es impliquée donc en MSP, Maison de santé pluriprofessionnelle, CPTS, Communauté professionnelle territoriale de santé. Qu'est-ce qui t'anime dans l'exercice coordonné ? Mieux prendre en charge nos patients. Vraiment, c'est très enrichissant de travailler tous ensemble et ça fait vraiment beaucoup de plus-value pour le patient. On peut le voir au quotidien dans mon exercice, je le ressens. Vraiment, c'est du concret. Et puis, quelque part aussi, c'est mieux reconnaître les compétences des kinés, puisque beaucoup de médecins ou autres professionnels de santé ne savent pas vraiment au fond ce qu'on fait et quelles sont nos compétences et notre champ d'action. D'accord. Donc vraiment une reconnaissance de la profession. Oui, via nos actions communes, oui, tout à fait. D'accord. Donc, pour revenir plus précisément sur les maisons de santé pluriprofessionnelles, alors explique-nous un petit peu comment ça fonctionne une MSP. Donc une maison de santé pluriprofessionnelle, c'est une structure d'exercice coordonné, plutôt de proximité, qui offre des soins. On travaille sur les patientèles des médecins. Vraiment, c'est une logique de patientèle, contrairement au CPTS qu'on verra tout à l'heure, où c'est une logique territoriale.
Du coup, en général, ce sont des CISA, donc des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, qui permettent de structurer tout ça. Ça fonctionne avec un contrat avec la CPAM et l'ARS, ce qu'on appelle l'ACI, l'accord cadre interprofessionnel, Mhm. qui permettent d'avoir des financements avec des missions à remplir, différents indicateurs à remplir, sous forme de points pour les MSP. C'est des points qu'on gagne en fonction du nombre de points qu'on a. On a plus ou moins de financement. Et voilà, ce sont des équipes pluriprofessionnelles. Chez nous, on a 5 médecins, 2 cabinets infirmiers différents, avec 3 infirmières dans chaque. Une infirmière à Zalé, on a 2 orthophonistes, on est 2 kinés, du coup. Et il y a une psychologue, une diététicienne, et on espère avoir un dentiste, incessamment sous peu. Donc, ça peut être multisite, Oui, une tout à fait. MSP. Hein. C'est la souplesse qui est permise par les MSP. On n'est pas dans la maison de santé pluripro. On a pu garder notre cabinet qui était antérieur du coup à l'intégration à la MSP. Et du coup, c'est vrai qu'on a les locaux pour faire les réunions. C'est plus pratique pour les échanges, mais on peut tout à fait garder son cabinet et exercer dans Oui, une MSP. d'accord. Alors, comment s'organise cette collaboration entre les différents professionnels de santé? Via différents canaux de communication. Déjà, on a le logiciel métier qui est commun. C'est un des indicateurs et un des essentiels d'une MSP. Il faut qu'il y ait un logiciel commun. Mhm. Ensuite, on a différents canaux de communication, de gestion de projet. On a Slack, WhatsApp, tout simplement. On a des groupes WhatsApp. Et ensuite, c'est des temps d'échange, que ce soit des réunions de cas complexes, les RCP, qui sont vraiment la base un peu des MSP, et différents groupes de travail sur les projets qu'on veut mener. Donc, une RCP, concrètement, voilà, vous prenez un dossier patient, Mm. vous êtes plusieurs professionnels réunis, et voilà, vous essayez d'améliorer la prise en charge, Tout à fait. tous ensemble. Tous les professionnels sont là, même si on ne parle pas que de nos patients, pour justement apporter notre expertise, si on juge cela nécessaire. On passe 10 dossiers en moyenne par réunion, ça dure 1 heure et demie, on se réunit tous les mois. Et voilà, avant chaque réunion, on a un sondage pour savoir si on a un patient qu'on juge fragile, qu'on juge en situation complexe. Et on peut apporter, n'importe quel professionnel peut solliciter et apporter son patient, un dossier patient lors de la réunion. Quels sont vos interlocuteurs lors des ACI? La CPM, on a, tout comme dans nos cabinets, on voit passer des dames, des délégués de l'assurance maladie, on a des agents de la CPM qui suivent les MSP Mm. et les CPTS d'ailleurs aussi. Ouais, On a vraiment des personnes dédiées. un interlocuteur privilégié, et souvent l'ARS, si possible, assiste aux réunions aussi de tout ce qui concerne la gestion des ACI. D'accord. Et donc ensuite, comment sont fléchées, comment sont décidées les différentes missions, projets, indicateurs Selon les souhaits des professionnels. Ouais. Vraiment, il y a un cadre à respecter, hein, tout de même. Après, sur quel projet, sur quel parcours on va travailler, c'est selon le souhait des professionnels. Il faut bien sûr des professionnels qui soient porteurs. Il y a des volontés de la CPAM, mais c'est vrai qu'on peut se détacher un peu de ce cadre-là et aller vers des projets qui sont que l'on juge essentiels pour le territoire selon le diagnostic. Ouais. C'est vraiment en fonction de notre territoire qu'on décide les actions. Et c'est révisé alors régulièrement? Oui, tout à fait, hein. Le projet évolue, le projet de soins évolue, les projets au sein de la MSP aussi évoluent chaque Mhm. année. C'est l'occasion de faire le point et puis de voir les orientations, aussi les appétences des professionnels, les besoins, le suivi des actions. Parce Oui. qu'il y a des actions qui ont été entreprises qui marchent, donc on part sur d'autres actions qu'on va mettre en place, etc. Du coup, quelles sont les missions, le rôle propre des kinés au sein des MSP? D'apporter leurs compétences et leur expertise, notamment dans les réunions de cas complexes. Après, sur tout ce qui va être prévention, etc., Mhm. c'est vraiment très, très large l'implication qu'on peut avoir selon nos appétences, selon nos compétences, nos spécificités d'exercice. Ouais. C'est vraiment très, très large comme cadre d'exercice. Et par exemple, toi, au sein de ta MSP, alors, sur quel type de projet tu as pu Alors, travailler ou tu travailles actuellement? Je participe à plusieurs groupes de travail, mais par contre, je suis la référente du groupe de travail activité physique, qui a pour but de remettre en mouvement, à cause de la sédentarité vraiment grandissante dans nos populations, que ce soit chez les jeunes ou les plus âgés. Vraiment, on a des actions vers tous les publics. Là, dans pas longtemps, on va faire un challenge numérique, Mm. un peu comme September, Oui. pour les jeunes de notre MSP, avec des lots un peu sympas à gagner à la clé.
Du coup, quels sont les avantages à travailler pour un kiné, hein, spécifiquement en MSP par rapport à un exercice isolé? Alors, il y a plusieurs avantages. Je l'ai déjà évoqué, le partage du logiciel commun, du logiciel métier, ce qui nous permet d'avoir accès au dossier de nos patients avec beaucoup plus d'informations, parce que c'est souvent un peu ce qui nous manque dans notre exercice libéral. On n'a pas beaucoup d'informations. Donc, on a tout ce qui va être partie logiciel métier, mais aussi le fait d'avoir des relations beaucoup plus étroites avec les autres professionnels, de pouvoir plus facilement poser une question, d'avoir un retour, etc. Même si on est en multisite et qu'on ne se croise pas dans les couloirs, c'est possible. Il y a une communication qui est vraiment facilitée. Oui, oui, Ouais. tout à fait. Et puis, on se connaît bien déjà, ça Ouais. permet de faciliter beaucoup de choses. Mm. Il y a tout ce qui va être de pouvoir mettre en place des parcours de soins. C'est très, très intéressant. Là, actuellement, on travaille beaucoup sur l'insuffisance cardiaque, qui est quand même une des grandes priorités nationales. Et c'est vrai que les kinés, on a beaucoup à faire dedans. Et pourtant, au niveau de notre convention, il n'y a pas d'acte pour ça. Donc, c'est vrai que ça permet de montrer les compétences et ce qu'on peut faire en tant que kiné et de faire évoluer aussi notre métier, parce qu'on le fait remonter ça auprès de nos instances, que c'est bien les parcours insuffisance cardiaque, mais qu'est-ce que font les kinés dedans actuellement? Voilà. Oui. Et à terme, justement, ça pourrait être dans l'argumentaire pour justement faire évoluer notre NGAP et Oui. prendre enfin en compte Oui. notre rôle dans l'insuffisance cardiaque. Tout à fait, parce qu'il y a plein de compétences qui ne sont pas valorisées dans notre NGAP actuellement, et via l'exercice coordonné, c'est plus visible. Et ça va peut-être faire évoluer notre NGAP. Sinon, il y a tout ce qui va être prévention. Ça, on en reparlera aussi tout à l'heure en CPTS. C'est notre ADN de métier, la prévention, et c'est très dur d'en faire tout seul. Donc, via les MSP et les structures d'exercice coordonné, on peut faire des actions de prévention. Et tout ce qui va être formation aussi. Au-delà du DPC, etc., je sais que dans notre MSP, on a fait des formations sur l'agressivité. La gestion de l'agressivité, c'est quelque chose auquel on est de plus en plus confronté. Et comment réagir face à des patients agressifs, etc. On a fait des formations sur tout ce qui va être addiction, parce qu'on reçoit des personnes qui peuvent souffrir d'addiction, et c'est-à-dire comment les accompagner, comment le détecter, etc. On a fait une formation sur la violence, notamment faite aux femmes. Enfin, c'est vraiment aux fonctions des attentes des professionnels, en fonction de leurs envies. Et c'est très intéressant aussi de se former au-delà de nos formations DPC. Et en dernier lieu, il y a aussi tout ce qui va être accès direct, qui est permis au jour d'aujourd'hui dans les MSP, les ESP, pas les CPTS, pas encore. Donc, c'est quand même un confort de pratique au quotidien de pouvoir faire de l'accès direct. C'est très intéressant. Et ça évite d'avoir à envoyer le patient chez le médecin alors qu'on aurait pu le prendre directement. Enfin, voilà. Oui, tout à fait. Donc là, on a vu le volet kiné. Au niveau du patient, alors comment la MSP, en fait, en tant que structure, dispositif, améliore-t-elle la prise en charge du patient? Tu nous as donné l'exemple de l'insuffisance cardiaque. Est-ce qu'il y a eu d'autres parcours de soins qui ont pu être établis? Sur ma MSP, non. Après, il y a plein de parcours de soins qui existent. Après, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir faciliter l'exercice coordonné, en particulier sur les maladies chroniques. C'est là tout l'intérêt de pouvoir faire un suivi au plus proche, de pouvoir communiquer sur l'état du patient. C'est vraiment la plus-value des MSP. Oui. Et puis, tout ce qui va être action de prévention aussi. Si on peut ne pas soigner, c'est encore mieux. Si on peut. Vaut mieux prévenir que guérir. Tout à fait. Très bien. Donc là, on a vu le volet maison de santé pluriprofessionnelle. Alors, tu es très impliquée aussi au sein de ta CPT, c'est ce que tu as expliqué de ton territoire. Tu as été à l'initiative avec d'autres professionnels de santé justement à sa création. Justement, alors, comment se crée une CPTS? Quelles en sont les grandes étapes? Mais ça commence par l'impulsion des professionnels du territoire qui ont envie de se structurer. Après, il y a l'aide de certaines structures. Je sais que chez nous, c'est l'URPS qui porte la création et l'animation des CPTS sur le territoire actuellement. Il y a certains endroits, ça va être plus la fédération des MSP. C'est très dépendant au sein du territoire selon là où on est, où ça va, en fait, ils vont aider toute une mécanique de projet
parce que ça se monte pas comme ça. Il faut un projet de santé, etc. On a besoin de soutien. Hein. C'est pas notre corps de métier en tant que professionnel de santé de monter ce genre de projet. Donc voilà, ça commence par se réunir, concerter. Il faut que ça vienne vraiment du territoire et qu'il y ait une vraie dynamique au sein des professionnels à vouloir se structurer. Et puis voilà, il y a la création de l'association, il y a la création du projet de santé, il y a la signature du projet de santé qui après va être déposée, ça passe en commission auprès de la CPAM et de l'ARS pour voilà, savoir si ça va être soutenu. Et puis après, c'est les ACI, le fameux dialogue de gestion que toutes les CPTS connaissent avec les accords cadres interprofessionnels qui vont être signés et qui vont déterminer en fait des indicateurs qui vont après déclencher les financements, etc. Puis après, il faut la monter, il faut partir sur les projets. Et voilà. L'implication des professionnels de santé. Oui, c'est à la main des professionnels de santé. Certes, il y a un cadre à respecter. Il y a des missions obligatoires, justement, sur le financement. Ça va dépendre de la taille de la CPTS. Avec ce fameux territoire dont je parlais tout à l'heure, dans la construction, il faut définir un territoire. Ouais. Le nôtre, c'est l'agglomération de Saumur, tout simplement. 45 communes, une taille 3. En fonction du nombre d'habitants qui sont compris dedans. Ouais. Il y a combien de tailles différentes Il y en a 4. 4. Donc en fonction du nombre d'habitants sur le territoire. D'accord. Tout à fait. Ok. Donc c'est pas du tout en fonction du nombre de professionnels de santé. Non. D'accord. Et du coup, le financement, ça va être en fonction de la taille et en fonction des missions qu'on va remplir. Il y en a 4 obligatoires. Tout ce qui va être accès aux soins, avec la partie avec un focus sur les médecins traitants, la population sans médecin traitant, et toute une partie sur les soins non programmés, quels qu'ils soient. Nous, on travaille sur les soins non programmés kinés, j'en parlerai un peu plus tard. Il y a toute la partie sur les parcours pluripro, avec tous les parcours de prise en charge des patients, mais aussi tout ce qui va être lien avec les établissements, les différents acteurs en fait, du soin qui gravitent autour de nos patients. Il y a la prévention. Et pour finir, tout ce qui va être gestion de crise sanitaire, puisque les CPTS ont vu le jour au moment de la crise du Covid et certaines ont tout de suite pris le pas d'organiser des réponses pour la crise sanitaire. Et c'est vrai que c'est quelque chose où du coup ça a du sens et ça fait partie de nos missions obligatoires depuis l'avenant 2 de la CI-CPTS. D'accord. Ensuite, il y a les missions optionnelles, il y a un travail sur la qualité et la pertinence des soins, et tout ce qui va être l'accompagnement des professionnels de santé du territoire. Ok. Donc il y a un financement, mais je sais, pour faire partie aussi de ma CPTS, qu'il y a une part fixe et une part variable. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça ? Voilà, chaque mission en fait va avoir une partie fixe. À partir du moment où on travaille dessus, on va avoir l'enveloppe, et la partie variable qui va être plutôt le taux d'atteinte, le taux de réussite, avec des indicateurs plutôt chiffrés qui vont déclencher ou pas le financement avec une atteinte partielle ou totale des indicateurs. D'accord. Et donc ça, c'est la CPAM qui décide si l'indicateur a été atteint ou pas. C'est un dialogue de gestion. C'est vraiment un dialogue de gestion. On présente nos arguments, etc. pour arriver à un accord à la fin. Après, c'est un peu plus compliqué parce qu'en début d'année, on a 75% de l'enveloppe. Et à la fin de l'année, on a les 25 restants plus les 75% de l'année à venir. Donc, il y a vraiment... Les trésoriers s'arrachent un peu les cheveux avec tout ça. Mais voilà, ça se passe plutôt bien, ces dialogues de gestion. En tout cas, dans ma région, il y a une bonne entente avec la caisse. Et voilà, on atteint bien nos objectifs. Et ce, annuellement. Annuellement. Ouais. Voilà. Après, il y a un petit point aux 6 mois pour faire le point où on en est sur les actions, etc., sur les difficultés que l'on peut rencontrer, parce qu'on fonctionne avec deux acteurs. Donc, sur certaines actions, on ne peut pas atteindre l'objectif, mais pas dû à notre manque d'implication, mais vraiment parce qu'en face, l'autre acteur n'a pas pu répondre à notre demande, etc. Donc, il y a vraiment une souplesse à ce niveau-là où on peut, si on a des difficultés, on a eu quelques difficultés, RH aussi, voilà. Donc, ce genre de choses permet de faire le point et de rééquilibrer et de dire cette action ne plaît pas trop ou ne marche pas trop, on part sur autre chose. Voilà, on a une vraie souplesse quand même au sein de nos ACI. Oui, et puis bien souvent, en fait, les CPTS ont besoin
d'un soutien aussi administratif du net, et ils sont souvent employeurs d'un coordinateur. Oui, à minima, un coordinateur. On a une enveloppe de fonctionnement qui ne couvre pas tout. Donc, on ventile un petit peu les dépenses de fonctionnement aussi sur les autres enveloppes. Oui, on a personnellement, dans ma CPTS, nous avons une coordinatrice, une chargée de com et une chargée administrative. Et on cherche à prendre un chargé de mission. D'accord. Donc, c'est des budgets conséquents. Oui, c'est toute une gestion. Il faut apprendre des choses qui ne sont pas de notre corps de métier, sur la gestion associative, la gestion RH. Vraiment, ça ouvre nos perspectives. En tout cas, pour les kinés qui ne sont pas forcément employeurs, contrairement aux médecins qui vont souvent avoir des employés. Nous, ce n'est pas forcément notre cas. Donc, D'accord. Ouais. Alors, on a vu tout à l'heure les MSP, maintenant les CPTS. Quelles sont les grandes différences entre ces deux dispositifs ? L'approche. La MSP, c'est vraiment une approche au niveau de la patientèle, alors que la CPTS, c'est vraiment territorial, avec des enjeux de coordination qui sont différents. Certes, il y a des parcours qui peuvent être communs aux deux structures, mais vraiment, c'est l'approche, c'est pas la même échelle. Et puis, surtout, une CPTS n'est pas là pour offrir du soin, contrairement à une MSP qui est offreuse de soins, une structure offreuse de soins. D'ailleurs, les professionnels donnent de leur temps justement pour travailler au sein de la CPTS. Donc, c'est il n'y a pas ce financement, tu dis, au niveau du soin, mais c'est plutôt pour l'indemnité, pour le temps passé en dehors du cabinet et ce travail au sein de la MSP. Oui, alors, en fait, sur les MSP comme sur les CPTS, il y a vraiment une indemnité qui est versée pour le temps consacré. On ne finance pas du soin, surtout au niveau des CPTS, c'est vraiment du temps consacré à la coordination, etc. Alors, par exemple, toi, sur quel type de projet tu as pu travailler au sein de la CPTS ? Je suis la référente des soins non programmés kinés, qui consiste à libérer un créneau par jour de semaine sur le territoire toute l'année. D'accord. Donc voilà, on est une bonne vingtaine de kinés à le faire sur mon territoire. Et alors, comment ça se passe sur quel type de prise en charge vous avez Toute prise en charge. À partir du moment où il y a un critère d'urgence et une indisponibilité de kiné, soit la personne n'a pas de kiné ou son kiné habituel a des délais beaucoup trop longs de prise en charge, il peut pouvoir avoir une séance avec nos SNP, avec des conseils qui vont lui être donnés, etc. C'est vraiment le but est de limiter la perte de chance et les séquelles inhérentes aux délais d'attente qui sont beaucoup trop longs. Donc, depuis combien de temps vous avez mis en place ce dispositif ? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Un peu de recul. Oui, ça marche bien. Les patients sont vraiment très contents. Le seul souci qu'on a, c'est la régulation. Où parfois, il est compliqué d'orienter nos patients vers notre dispositif qui est existant. Ça n'est pas encore fait par le SAS. Et alors, vous avez fait des émulations ? Est-ce que d'autres structures se sont intéressées justement à votre façon de résoudre ces soins non programmés ? Tout à fait. Notre modèle s'est exporté chez nos voisins vendéens. Bien sûr qu'ils l'ont repris à leurs pattes, mais c'est ça qui est très intéressant avec les CPTS, c'est que les projets peuvent s'exporter tout en étant adaptés au terrain. Il n'est pas question de faire du copier-coller. Chaque territoire est vraiment différent. C'est quelque chose qu'on ressent. Mais effectivement, de bonnes idées qui viennent du terrain peuvent être exportées et c'est ça qui est très intéressant. Donc on va parler maintenant des ESP, des équipes de soins primaires. Alors, tu n'en fais pas partie, mais voilà, on voulait en toucher quelques mots. Dis-nous, explique-nous ce qu'est une équipe de soins primaires. Une équipe de soins primaires est une autre des structures d'exercice coordonné qui existent, mais beaucoup plus souple, puisqu'il n'y a pas de structure à coller comme une CISA pour les MSP. Ça part d'un souhait d'une équipe pluriprofessionnelle. Il faut au moins un médecin. Ça peut être constitué que de 2 personnes, un médecin et une infirmière, un médecin et un kiné, avec un projet de santé quand même qui doit être défini et envoyé à l'ARS. Par contre, la grosse différence avec les 2 structures dont on vient de parler, c'est qu'il n'y a pas de financement propre de la coordination pour cette structure. Il peut y avoir une demande de FIR, donc un fonds d'intervention régional qui peut être demandé sur un projet bien particulier, mais ça ne va pas être des financements comme un ACI pour les 2 autres structures. D'accord. Ça peut par contre déclencher pour notre famille l'exercice coordonné. Voilà, une ESP, on a le droit à l'indicateur optionnel sur l'exercice coordonné. D'accord. Et pareil pour les autres professions, ils peuvent avoir les financements propres à leur convention pour l'exercice coordonné. Ouais, on est plus sur un projet. Voilà. C'est beaucoup plus petit, c'est une patientèle. Voilà. D'accord. Alors que la MSP, c'est vraiment
plusieurs patientèles. C'est les patientèles des médecins qui font partie de la MSP. Alors ensuite, il y a l'ESCAP, qui est assez récent. Donc c'est l'exercice en équipe de soins coordonnés avec le patient. C'est encore un peu méconnu, mais justement, je pense que c'est important qu'on en parle un peu. Alors explique-nous ce qu'est l'ESCAP. Ça fait quelques années qu'on en entend parler. Le lancement est prévu pour mars 2025, donc c'est maintenant. C'est une structure qui est encore plus souple que l'ESP, puisqu'il n'y a pas de projet de santé à déposer, il n'y a pas de formalité administrative. C'est une équipe de coordination qui va se monter autour d'un patient. Si je ne m'abuse, parce que je ne suis pas experte, il y a un questionnaire pour inclure ou non la personne. Il y a critères. Il y a certains critères d'inclusion. Et une fois qu'on a identifié un patient qui répond aux critères d'inclusion, via un logiciel qui sera partagé et propre un peu à chaque région, puisqu'il y a plusieurs logiciels qui existent déjà, ça va permettre de réunir les professionnels autour du patient. Donc, le patient va nous communiquer quel est son médecin, quel est son infirmier. Et on va pouvoir inviter les professionnels via l'application qui pourront rejoindre du coup l'équipe de soins autour de ce patient. D'accord. Donc, ça peut être une alternative à des kinés qui ne sont pas, par exemple, en MSP. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui peut être déployé partout sur le territoire et du coup de manière très, très souple. Donc maintenant, on va parler avenir de l'exercice coordonné. Quels pourraient être un peu les prochains défis, les prochains enjeux de l'exercice coordonné ? Mais pour les kinés, à mon sens, c'est la recherche. C'est vraiment quelque chose qui se développe, la recherche en soins primaires, et aussi étonnant que ça puisse paraître, les kinés ne peuvent pas exercer et faire de la recherche en même temps. Ce n'est pas permis par notre déontologie. Du coup, ça serait une évolution peut-être, puisque ça montre vraiment la recherche en soins primaires. Et c'est quelque chose qui nous manque, notamment vis-à-vis de la kiné respiratoire pour la bronchiolite. Si on avait pu faire des études dans nos cabinets, les résultats n'auraient pas été les mêmes. Quel message tu pourrais aussi délivrer à des kinés qui sont parfois un peu frileux d'intégrer ces exercices coordonnés par manque de temps je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais, comment tu pourrais les rassurer de par ton expérience qui est assez vaste. Il faut pousser la porte, tout simplement. Vraiment, on y met ce qu'on peut y mettre en temps. C'est sûr que j'ai changé ma pratique. Les kinés de mon territoire aussi, en libérant des créneaux pour les centres non programmés. C'est une modification de nos pratiques, mais qui nous permet de gagner du temps aussi par ailleurs sur la coordination, où ça va plus vite, etc. On travaille notamment, nous, sur les ordonnances. On a souvent besoin de les refaire parce qu'elles ne correspondent pas à nos standards. Et voilà, travailler avec la CPTS permettrait déjà de ne plus avoir à refaire les ordonnances aussi souvent qu'on peut le faire actuellement. Voilà. D'accord. Je m'éloigne un petit peu. Mais non, vraiment, il n'y a pas de peur à avoir. Si on participe à un seul GT, on sait à peu près combien de fois il va se réunir, on sait la quantité de temps que ça va demander. Après, c'est vrai que ça s'adapte aussi à nos pratiques. Ça peut être les réunions le matin en visio, ça peut être sur le temps de midi, ça peut être le soir, en fonction de là où on a du temps qu'on peut libérer. Et surtout, le temps est indemnisé. Oui. C'est pas une perte financière brute. Le temps qui est consacré à cet exercice-là est indemnisé, sauf pour les ESP, du coup. Ouais. Et c'est quelque chose qui est intéressant. Ouais, comme tu dis, je pense qu'il est important de rappeler qu'on peut chacun à son échelle, en fonction du temps qu'on peut y consacrer, s'engager, ou pour un seul projet, par exemple en CPTS. Donc c'est vraiment adaptable à chacun. Oui. Puis l'adhésion, elle est vraiment modique. C'est en général quelques euros. Et ça permet aussi d'avoir accès aux formations qui sont relativement vastes ou à des temps d'échange. Il y a beaucoup de travail aussi fait sur la santé des soignants. Puisqu'on est fortement touché quand même au niveau burn-out, épuisement professionnel. Il y a des actions qui sont mises en place de prévention au sein des CPTS. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être apportées. Au-delà vraiment du parcours du soin, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est très vaste. Ouais. Toutes les idées sont bonnes. Chacun peut y apporter sa petite pierre. Tout à fait. Alors, est-ce que tu vois d'autres perspectives, justement, spécifiquement pour les kinés, sur justement l'exercice coordonné, ce qu'elle pourrait apporter aux kinés ? Mais sur les prochaines perspectives aussi, il en est déjà question, et c'est en expérimentation dans certaines régions, c'est l'ouverture de l'accès direct à tous les kinés, même en CPTS. Donc voilà. D'accord.
ça fait partie des champs d'actualité. Oui, tu nous disais que c'est pour l'instant, voilà, ça peut être réalisé au sein du MSP, mais pas au sein d'une Voilà. CPL. Donc, c'est quelque chose voilà, sur lesquels beaucoup se battent pour que ce soit aussi accessible en CPTS. Oui. Bon, Sophie, je te remercie. De rien. Merci pour toutes ces explications. Je pense que ça a permis de justement distinguer ces différentes structures qui ne sont pas toujours très claires dans la tête de chacun. C'est des acronymes qu'on connaît pour la plupart, mais c'est vrai que parfois, on ne sait pas exactement et concrètement comment le kiné peut s'y impliquer. Donc, un grand merci. N'hésitez pas non plus à nous poser des questions suite à cet épisode. Sophie sera ravie de répondre à toutes vos questions. Oui. Et puis voilà, Sophie, est-ce que tu souhaiterais merci de donner m'avoir invitée. un dernier message Merci pour l'invitation et n'hésitez pas à vous investir au sein des structures d'exercice coordonné. Il y a vraiment beaucoup à y gagner. Merci Sophie. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas également à nous dire quel sujet vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes et quels invités vous souhaiteriez écouter. Pour ça, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de visiter le site web de la FFMKR pour rester informé des dernières actualités et des événements à venir. Votre soutien et votre engagement sont essentiels pour faire avancer notre profession. Les commissions paritaires, ça te parle ? Non, tu n'es pas le seul. Et pourtant, elles sont au cœur du quotidien des syndicats et ont un impact direct sur ta pratique de kiné libérale. Dans le prochain épisode de KinéCast, Thomas Pratt t'explique ce que sont les commissions paritaires, qui y siège et comment ces échanges permettent de défendre tes droits. Un épisode indispensable pour mieux comprendre les coulisses de la défense syndicale et l'importance d'y être représenté. À la semaine prochaine sur KinéCast. Kiné Actualité est partenaire de KinéCast. Actualité, interviews, reportages, mais aussi formation continue et gestion du cabinet, tout ce dont vous avez besoin est dans Kiné Actualité, le magazine de référence pour la profession.